Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bienvenue au Salon du Livre de Montréal. Je m'appelle Claudia Larochelle et c'est vraiment un plaisir d'être là cette année dans cette édition un peu particulière, un peu spéciale, faut le dire, édition 2020 un peu en mode virtuel, plus qu'autre chose cette année. Et c'est pas parce qu'on est en mode virtuel que ce sera moins plate, bien au contraire, parce que j'ai la chance d'être avec des invités en or, des invités qui n'ont pas traité d'un sujet facile, vous allez voir, puis on va y aller en deux temps. Et le premier duo d'invités que j'ai, elles sont fabuleuses, elles ont écrit chacune à leur manière des livres qui viennent nous chercher, qui viennent nous triturer dans les tripes, des livres qui parlent d'identité, de deuil, de mort, ce grand tabou perpétuel. Et j'ai le bonheur d'être en compagnie de Rosémie Autonne-Témorin. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Rosémie qui a fait paraître très récemment Il préférait les brûler et c'est paru chez Stanké, une autofiction. Hein? Exactement. Voilà. Louise Dupré. Allô, Louise. Bonjour. Bonjour, Claudia. Vraiment, quel plaisir de te retrouver toujours, ici. Toujours un plaisir. Louise qui a fait paraître Théo à jamais chez Lyotrope. C'est un autre livre, un roman. On est dans la fiction, un roman qui parle de deuil, de mort et de tous ces secrets aussi qu'on laisse derrière quand on quitte, quand on part. Qu'est-ce qui reste de nous finalement quand on ouvre ce placard aux secrets qu'on a tous, hein? On a tous nos petits jardins secrets, puis on a tous nos squelettes dans le placard. Qu'est-ce qu'on laisse derrière et qu'est-ce qu'on laisse aussi aux survivants? Et dans Théo à jamais, on va le découvrir aussi à travers cette histoire de Béatrice qui monte des documentaires. Elle est monteuse dans des documentaires et elle fait un documentaire sur les tueries de masse. Et, ironie du sort, triste ironie, elle reçoit un appel des États-Unis où on lui annonce que son mari, qui est prof d'université, est à l'hôpital entre la vie et la mort avec leur fils, le fils de son mari, mais qui est aussi le sien, on va le dire. Ils ont un lien très fort aussi. Et on découvre pourquoi. Et là, je ne sais pas ce que je peux dire, parce que je ne peux pas dire, parce que là, c'est toujours délicat, mais on découvre que très tristement, il y a eu une tuerie qui a impliqué très fortement ce garçon, cet ado, finalement. Sujet délicat, et comme chez Rosémie Autonne-Témorin, il faudrait les brûler, il préférait les brûler, pardon. C'est aussi l'histoire de ce père qui met beaucoup de responsabilités et de charges affectives, émotives, sentimentales sur le dos de sa fille avant de mourir, avant de trépasser. Toute cette ambition, tout ce désir qu'il a de voir cette femme qui devient presque sa petite femme, hein, mais s'émanciper, mais à travers des valeurs très précises. Des valeurs qui lui sont propres. Voilà, et c'est ça. Qu'est-ce qui fait, mesdames, qu'à un moment donné, on décide et on réussit, ce qui est pas si simple, mais puisque vous êtes là, c'est parce que c'était très bien réussi. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse réussir à un moment donné à écrire sur ce sujet-là avec délicatesse et ne pas tomber dans ce qui est pathétique, dans ce qui pourrait devenir trop appuyé, trop dur pour le lecteur. Parce que dans votre cas, il n'y a pas été question de ça. On a pu lire, grandir, apprendre, s'est teinté d'espoir à travers ses failles, à travers les ténèbres. Comment on fait? J'ai envie de laisser Louise commencer. Bon. Alors, je vais casser la glace. Bon, d'abord, si j'ai écrit ce roman-là, c'est parce que j'en ressentais la nécessité. Et ça, c'est ma troisième version.
je le traînais, je dis bien je le traînais comme un boulet au pied depuis 10 ans. Et je commençais à l'écrire, ça fonctionnait pas, je recommençais et tout à coup, j'ai entendu la voix de Béatrice. Hein? Le romancier ou la romancière, c'est la personne qui entend des voix. J'ai entendu sa voix et l'écriture s'est mise à couler. Je dirais pas comme de l'eau de source, ça ne coule jamais comme de l'eau de source, mais c'est venu. Et j'ai voulu comprendre qui était Théo. Et comment est-ce qu'elle se sentait, comment se sent le parent ou la mère d'un jeune homme, hein, il a 18 ans, qui à un moment donné, décide de commettre l'irréparable. Et qu'est-ce qu'on se dit? J'ai une amie qui me disait, la culpabilité, ça vient avec la maternité et la paternité. Alors, la mère, d'abord, se sent terriblement coupable, mais elle essaie de comprendre petit à petit ce qui a pu se passer. Et elle va être obligée, doucement, de laisser aller, hein, de voir que face à des enfants, on ne comprend pas tout. Et on ne comprendra jamais tout. Et de, justement, accepter, ce qui n'est pas facile pour elle, c'est jamais facile d'accepter, mais doucement, Béatrice va retrouver une sérénité. Ouais. Et ça, quand ça survient dans l'histoire, chez nous, en tout cas chez moi comme lectrice, je vais parler pour moi, chez moi comme lectrice, ça a été comme une espèce de bouée, une bouffée d'espoir, cette espèce de possibilité que sûrement plusieurs vont sentir comme quelque chose de très salvateur, de pouvoir exorciser ces gros chagrins-là, puis ces grandes culpabilités-là, tu sais, de voir que c'est possible de passer au travers. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, ce moment-là qui est décisif là, dans le livre, qu'on le sent monter, on le sent survenir, puis pouf, à un moment donné, c'est là. D'abord, elle va passer au travers parce qu'elle a l'exemple elle dit sa mère, ses grands-mères, les générations précédentes ont vécu beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup de difficultés. Et lui, enfant, le père, vient d'une famille d'immigrants qui a vécu le nazisme. Ils sont immigrants parce qu'ils étaient communistes et que le grand-père, l'oncle, ont fait du camp de concentration, ont été dans un camp de concentration. Alors, leur passé leur donne de la force. Et c'est en pensant aux générations qui les précèdent qui vont passer à travers et qui vont réussir à passer à travers, ça je le dis, comme couple aussi. Parce que c'est pas évident. Ils se demandent constamment, est-ce que ce drame-là va en venir à nous séparer? Et non, ils vont se retrouver plus forts comme couple à la fin du roman. Je dévoile un petit peu la fin, mais quand même, c'est possible aussi de s'en sortir. C'est drôle parce que vous avez dit au départ que vous avez réussi à faire ça avec sensibilité parce que vous avez voulu comprendre Théo et Béatrice. Et moi, ma réponse à ta question, oui. Claudia, c'est de l'empathie. C'est ce que ça prend pour aborder des thèmes comme la mort, le deuil, la famille et toute la pression qui vient avec le fait d'avoir des proches qu'on aime, même si je crois que dans nos deux cas, on parle de protagonistes qui sont pas bons pour tout le monde, là, qui peuvent être très aimés par certains et détruire des vies. Puis dans mon cas, ce qui m'a poussée à raconter cette histoire-là, c'est que j'ai voulu comprendre mon père parce que Fauve est mon alter ego dans le livre. Fauve grandit avec un père mourant comme je l'ai fait. J'ai voulu comprendre ce qui pouvait passer à travers la tête d'un parent qui sait que ses jours sont comptés puis qui veut offrir ce qu'il considère être le meilleur de lui à son enfant. Mais j'ai surtout voulu avoir de l'empathie pour l'enfant que j'ai été, qui a voulu susciter le désir parce qu'elle a cru dès l'enfance, comme bien des jeunes filles, que c'est la seule façon d'être aimée, que c'est la seule façon d'être vue, qui a voulu être vue par son père parce qu'il allait partir à chaque jour. J'ai voulu avoir de la compassion pour celle que j'ai été, puis créer Fauve a été cette
cette bouée-là, en fait. Ben oui. Et je crois qu'au-delà du deuil anticipé dont elle est prisonnière, bien des jeunes filles peuvent se reconnaître à travers Fauve parce que j'ai voulu explorer les perversions de l'enfance dans le livre, et surtout celles qui sont des injonctions chez les jeunes filles. Oui, puis jusqu'où on est prête à aller quand on est une jeune femme pour gagner l'amour de l'autre, l'approbation dans le regard de l'autre, le regard du père, oui, souvent, absolument. Mais pas juste du père, en fait, tu sais, le regard social. Puis, Et c'est incroyable comme il y a beaucoup de femmes que je connais pas ou peu qui m'ont écrit pour me dire « J'ai été très mal à l'aise en lisant ton livre » ou « J'ai été choquée ». Parce qu'on n'aime pas se rappeler ces moments-là où même enfant, on savait qu'il fallait se montrer désirable pour avoir de l'attention. Puis même moi, en l'écrivant, des fois, je me disais « Ah, j'ai-tu le droit d'aller là? » Mais finalement, en tout cas, pour moi, ça a été une catharsis. Puis là, ça sonne comme si j'avais juste écrit un livre pour faire une psychothérapie, mais il y a plus que ça. Mais il y a une parcelle de réponse à ta question là-dedans. C'est l'empathie, puis vouloir, je crois, rendre légitime des parcours, que ce soit le nôtre ou celui des voix qu'on entend dans notre tête. Oui. Mais vous me faites réfléchir à quelque chose, peut-être pour la première fois ce soir, c'est que peut-être que Béatrice aussi s'accepte comme mère. Parce qu'évidemment, ça ne nous arrive pas à toutes et heureusement, des drames comme ça dans une vie, mais il y a toujours des choses qu'on se reproche comme maman. On n'a pas fait telle chose correctement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas agi de telle façon? Et elle est obligée de se dire, ben voilà, c'est fait, et nous avons fait notre possible. Et on ne peut pas être responsable de tout dans l'éducation d'un enfant. Et ce que devient l'enfant, c'est pas tout à fait toujours de notre faute. Mais c'est tellement drôle parce que vous dites ça alors que dans mon livre, c'est vraiment comme une charge contre les parents qui veulent programmer leurs enfants et décider de leur sort et de leur qualité. C'est comme si on avait eu complètement le regard opposé. Oui, oui, tout à fait. Mais qui sont conciliables quand même. Oui. Parce que le regard de l'écrivain, c'est toujours un regard qui essaie de comprendre et d'être empathique, d'être compatissant dans le fond. Oui. Oui, l'écrivain a ce rôle-là. Je pense qu'un écrivain qui n'a pas d'empathie ne peut pas écrire, ne peut pas en arriver à aller chercher les yeux du lecteur. Là. Il faut au moins une base de sensibilité pour pouvoir écrire, pour pouvoir le faire, pour pouvoir aller aussi disséquer ce tabou qui est celui de la mort, par exemple. Tu sais, c'est un immense tabou qui continue d'être un tabou. Quand, Rose, tu parlais tantôt de gens qui t'ont écrit, tu as eu des réactions, de gens qui ont eu un rapport amoureux avec ton livre, c'est quand même spécial, puis c'est pas étonnant en même temps. Parce que c'est vrai que tu vas gratter dans le fond des tripes des gens, puis il y a quelque chose d'assez provoquant, tu sais, remuant, puis tant mieux, parce que quand on lit un livre, on veut être aussi poussé en dehors des sentiers habituels, disons ça comme ça. Louise aussi, sûrement que tu as dû avoir des gens qui t'ont écrit, qui t'ont... Beaucoup de mères de jeunes garçons. Oui. Oui, de jeunes en marge, de jeunes peut-être qui sont dans la délinquance, parce que des mères qui sont sûrement confrontées à l'adolescence ou à des jeunes hommes, avec tout ce que l'actualité nous renvoie, nous retourne comme image. Je veux dire, ça doit être très facile de s'imaginer dans la peau des mères de jeunes hommes qui commettent l'irréparable. Bien, les parents sont inquiets actuellement. La société est inquiétante. Oui. Et les parents sont inquiets et se demandent, mais comment vont grandir nos enfants et quels sont les dangers? Est-ce qu'ils seront passés à côté du danger? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui les attend? Et ils ont lu le livre, les parents, pour essayer de comprendre justement et de se dire, ben voilà, ça ne nous arrivera sans doute pas à nous, on l'espère, mais on veut essayer de comprendre, on veut s'approcher de cette réalité-là.
Je pense que d'aborder la mort a cet effet-là aussi chez les lecteurs, lectrices, d'inviter à la confession, d'inviter au partage. Avant, ils préféraient les brûler. J'avais écrit un essai sur le deuil, vraiment un thème qui m'habitera toujours. Là, j'en suis même pas gênée. Puis, ton absence m'appartient. Oui, les gens ressentent le besoin en lisant ce type d'œuvre parce qu'ils se sentent interpellés dans leur plus grande peur. Tu sais, il n'y a pas un parent qui veut perdre un enfant, il n'y a pas un parent qui veut avoir à préparer son départ. Dans les deux cas, on vient jouer avec des craintes terribles. Puis nous, on leur pitch des questions comme ça, quelques réponses. Puis tant mieux si on les laisse pas seuls après ça et puis qu'il peut y avoir un échange, puis une interaction. Moi, je trouve ça précieux. Puis je crois que la mort est un aimant à partage. Ah oui. Bien, c'est une question qu'on se pose tout le monde. Hein. C'est l'événement avec la naissance, c'est le grand événement de la vie. On le saura, mais on ne pourra pas le partager, malheureusement. Quoique je me demande, dans ton cas, Rosémie, comme c'est de l'autofiction, ce père-là, est-ce que tu as senti qu'il t'habitait plus dans l'écriture de ce livre-là? L'as-tu entendu te parler? On parle, je veux pas... Mais tu comprends ce que je veux dire d'une manière? Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, puis je dirais que je lui ai fermé la porte. Parce que pour moi, oui, c'est une autofiction, ça part de mon enfance, mais j'avais goûté au plaisir d'écrire grâce à l'essai, puis j'avais envie d'écrire un roman, raconter une histoire, et je me permettais d'inventer des choses. Donc, je voulais pas entendre mon père, je voulais partir de ce père très singulier pour créer un personnage qui vivrait de sa propre vie. Donc non, je me suis pas laissée l'entendre, même s'il revenait me visiter. Puis je dis pas ça de manière ésotérique, là. Non, c'est incroyable comment des souvenirs faisaient surface à des moments où je m'y attendais pas. Je voyais littéralement des scènes quand je partais dans la lune, des scènes que j'ai complètement refoulées. Puis quand j'ai réalisé qu'elles avaient pour point commun des hommes qui m'ont regardé comme des hommes alors que j'étais enfant, c'est là que je me suis dit, c'est pas un livre sur mon père, c'est un livre sur le désir qui est imposé par les hommes en général sur les jeunes filles, qu'on parle d'un père, puis je parle pas d'inceste ici, là, je parle juste de comment bien des pères ont envie de créer des filles à leur image et comment on se permet de commenter les jeunes filles. Donc, c'est en laissant mon père dans son coin que le vrai propos du livre a émergé. Ça, il va falloir mettre ça entre les mains, oui, de femmes, mais d'hommes aussi, de jeunes pères. Les pères qui lisent ça, on a des grosses discussions. Oui, mais ça doit les secouer, ça doit, aux plus intelligents, les remettre en question aussi. Ah, vraiment, ça a cet effet-là chez le père, de se demander est-ce que j'interagis de manière correcte avec ma fille. Puis c'est aussi un livre sur on fait du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a en tant que parents. Là. J'en suis convaincue, puis je reviens à l'empathie puis à la compassion. J'ai une compassion immense pour mes parents. Je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Maintenant, si en grattant le bobo, on peut susciter la réflexion chez les parents, tant mieux. Puis je pense que j'y arrive dans certains cas. Parce que la société impose aussi beaucoup une certaine posture, une certaine forme de perfection aux parents aussi. Ah, oui. C'est pour ça que cette Béatrice-là s'en met beaucoup sur le dos. Ben, elle se pose justement la question, est-ce qu'on a été trop directif face à Théo? Est-ce qu'on l'a laissé faire ce qu'il voulait vraiment? Est-ce qu'on l'a respecté? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises de lui? Est-ce qu'on a tout vu? Ce sont des questions que les parents se posent toute leur vie. Et les parents se font des reproches et les mères sont particulièrement douées pour la culpabilité envers les enfants. Ouais. Et Béatrice se demande si Théo a eu toutes les chances sous le petit garçon qui était gentil, fin, agréable, le petit ange, là. Qu'est-ce qui dormait, puis qu'est-ce qu'on n'a pas vu chez nos enfants? Alors, elle essaie de se pardonner. Elle essaie de se pardonner ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Et je dirais que tous les parents ont des choses à se pardonner eux-mêmes et à se faire pardonner par leurs enfants. T'es-tu pardonné des choses en écrivant ça, Louise? Où es-tu allée dans... Je pense que oui.
Je pense que oui, l'écriture permet... Bon, je suis pas des écrivains, je fais pas partie des écrivains qui disent que l'écriture guérit. Je crois pas à ça. Mais quand même, l'écriture permet d'aborder des questions qu'on n'aborde pas tous les jours. Ça nous permet d'aller plus loin dans notre recherche. Et c'est un livre, finalement, sur la maternité aussi. Mais là, la maternité chez une femme qui n'est pas vraiment la mère, parce que c'est la belle-mère, c'est la figure de la belle-mère, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et comment agir avec l'enfant de l'autre? Est-ce qu'on l'aime comme notre enfant? Est-ce qu'on l'aime moins? Est-ce qu'on lui en veut plus après ce qu'il a commis? Exactement. Est-ce qu'il y a eu un manque d'amour? Est-ce que l'enfant nous aimait? Est-ce que l'enfant regrette sa mère? Comme Béatrice le dit, Théo n'a jamais demandé à ce que je sois là. Je me suis imposée dans sa vie. Alors, tout ça fait en sorte que c'est un livre de la maternité, mais de la belle maternité, si on veut. Puis ça, c'est un sujet qu'on voit pas souvent abordé, là. J'ai aimé ça dans Théo à jamais, justement, cet aspect-là dans l'amour aussi, parce qu'elle a vraiment une forte charge d'amour à l'endroit de Théo, bien que ce soit pas son bagage génétique qui soit à travers lui, que ce soit pas une mère biologique, là, comme on l'entend. Et ça aussi, c'est un autre regard intéressant que tu nous donnes à lire sur cette relation-là entre les deux, malgré la violence, malgré ce qui se passe dans l'histoire. Est-ce que tu peux nous en lire un extrait, Louise, de Théo à jamais? On serait rendu là, puis j'aimerais ça que les gens retrouvent ton écriture, ta voix à toi dans ça. Alors, simplement, vous faire une petite mise en contexte. C'est que Béatrice sent le besoin de comprendre et elle rencontre Samantha, qui est l'ancienne copine de Théo, qui est partie planter des arbres en Alberta. Et ils s'étaient quittés avant qu'elle ne parte. Alors, elle dit, Théo avait des yeux fantômes. Il n'était plus avec nous. Elle l'avait compris une fois en Alberta, en lisant sa dernière lettre, qui lui avait fait peur. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il puisse vouloir tuer son père, mais elle craignait qu'il ne se suicide. Oui, Théo était un spectre, et nous ne l'avions pas compris. Avait-il voulu emmener son père avec lui dans l'au-delà? Derrière sa haine, il y avait peut-être, après tout, un immense amour. J'avais espéré que cette rencontre avec Samantha m'apporterait des réponses, mais je resterais avec mes questions pour l'éternité. Je l'ai dit bien humblement à Samantha. On n'arriverait jamais à comprendre ce qui s'était passé dans la tête de Théo, a-t-elle répondu. Elle y avait définitivement renoncé. Il fallait accepter son acte. C'était la seule manière de faire le deuil. Où avait-elle appris cela? Dans ses cours ou dans des livres? Chose certaine, elle était plus sage que moi. Carl s'était acharné à me le dire, mais il était trop près de moi. C'est Samantha qui est parvenue à me convaincre. J'ai senti qu'une porte se refermait doucement. Comme quoi les réponses viennent pas toujours où on pense qu'elles vont surgir. Hein? C'est ça, là. Parce que Samantha, c'était une témoin privilégiée, mais un peu inconnue dans l'univers de Béatrice. Comme quoi, c'est pas toujours les parents qui ont les réponses. Ah, voilà. Et c'est pas toujours les gens les plus âgés non plus qui ont les réponses. Vrai, ça peut être des personnes qui sont très jeunes et qui sont beaucoup plus sages que les parents. Comme cette petite fauve qui est assez sage et qu'on va découvrir un peu plus pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Alors, on va t'écouter dans cet extrait-là, Rosémie. Je vais lire 2 extraits, mais ils sont très courts. Allez. La première page, parce qu'elle donne le ton. Il était étendu sur son lit d'hôpital depuis des jours, plongé dans un coma induit par des médicaments au nom complexe. J'étais sur un lit de camp à sa droite, sous des draps rêches qui piquaient ma peau. J'ai joui en silence, les yeux posés sur lui, le plaisir comme une bouée. J'ai joui pendant que mon père mourait.
Et je veux lire un autre extrait parce que je veux justifier la forme, parce que j'aime souligner que l'autofiction chez la jeune femme est souvent regardée de haut par certains élites et certaines élites. Oui. Et l'écriture par fragments aussi. Et moi, j'ai opté pour les deux. Et... Mais si tu as deux personnes qui en sont fans, alors ça va. Oui, mais des c'est- fans ici. Mais j'ai bien du plaisir quand même à dire que la forme est justifiée sur le fond et dans cette page, tout est expliqué. Selon ma mère, si on veut s'assurer de se rappeler éternellement un événement précis, il suffit d'en prendre une photo mentale, observer la scène et fermer les yeux pour la graver dans notre tête à jamais. Comme chaque moment est le dernier, j'essaie de tout imprégner dans mon cerveau. La vie avec mon père est une collection d'instants à chérir parce que miraculeux, même dans leur plus grande banalité ou leur profonde déception. Le quotidien se fait compte et le souvenir devoir. Mon enfance est un collier où s'enchaînent des pierres aussi dures que brillantes et deviennent peu à peu incandescentes. J'aimerais l'enlever, mais qu'est-ce qui me resterait alors? Merci beaucoup. Ça s'intitule Il préférait les brûler. C'est paru chez Stanké. C'était un plaisir, Rosémée Merci. Autanité-Morin. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis merci, Louise Dupré, Théo à jamais. Merci beaucoup, Claudia. Chez Lyotrop. Allez vous procurer ces livres-là. C'est vraiment des bijoux, des livres qui nous aident probablement à trouver la lumière dans les ténèbres quand elles surgissent puis quand elles sont présentes. Et en temps de pandémie, pour plusieurs, je sais que c'est le cas. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite à suivre le prochain duo autour du même sujet, identité et deuil. On se retrouve très vite. Merci.